Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire spécifique pour les professionnels de prévention, pour les professionnels qui travaillent dans les centres d'hébergement des patients SDF Covid positifs. Donc, le principe de ce webinaire, je vais vous l'expliquer. Avant, je tiens à vous préciser un peu le contexte. Donc, ce webinaire a été réalisé à la demande de l'ARS pour aider les professionnels qui vont travailler dans ce type de centre. Et nous serons donc deux à vous faire cette présentation. Vous pouvez voir Véronique Delannoy, qui est cadre de santé au CEPIAS Nouvelle-Aquitaine, et moi-même, donc, qui suis le docteur Anne-Gaëlle Venier, médecin de santé publique et hygiéniste au CEPIAS Nouvelle-Aquitaine. Alors, le CEPIAS Nouvelle-Aquitaine, c'est le centre de prévention des infections associées aux soins. Nous sommes sur Bordeaux et donc nous aidons les différentes structures à se protéger, protéger les patients, protéger les résidents, protéger les professionnels vis-à-vis de différentes infections. Alors, je vais vous montrer un petit peu le plan du jour. Je vérifie que vous voyez bien tous mon diaporama et qu'il défile bien. Parfait, tout fonctionne. C'est du direct, donc forcément, je vous demande votre clémence parce que je veux m'assurer que tout marche bien. Donc, ce webinaire sera en deux temps. D'abord, on va vous faire une petite présentation courte, un rappel sur le Covid, la maladie Covid-19, et aussi, après, vous présenter les recommandations nationales concernant votre type de structure. Et ensuite, nous aurons un temps d'échange. Il y a un chat et on pourra aussi éventuellement vous donner la parole si vous avez des micros pour répondre à toutes vos questions. Alors, Covid-19, Covid pour Coronavirus Disease 2019, ça c'est la maladie et le virus s'appelle SARS-CoV-2. SARS, c'est un mot anglais pour dire syndrome de détresse respiratoire aiguë. Et donc, c'est ce virus qui est à l'origine de l'épidémie actuelle. Comment ça se transmet? J'ai envie de dire, en tant que professionnel qui allait intervenir dans une unité où vous avez des résidents tous Covid, c'est vraiment la diapo à retenir. Puisque une fois que vous aurez compris comment ça se transmet, comment ça se reçoit, eh bien vous saurez après adapter vos pratiques et faire en sorte de vous protéger. D'abord, c'est par les gouttelettes, c'est-à-dire les liquides qui sont dans les sécrétions respiratoires, mais aussi les selles. Quelqu'un qui est porteur va être contaminant via ses gouttelettes ou via ses selles. Donc, vous pouvez imaginer aussi qu'il va s'en mettre sur les mains, donc il va avoir aussi la possibilité de contaminer les surfaces ou les gens via ses mains. Donc, deux modes de contamination. Pour recevoir le virus de quelqu'un de contaminé, il faut, par rapport aux gouttelettes, être vraiment proche, en contact rapproché de la personne, c'est-à-dire moins d'1 mètre, pendant 15 minutes ou plus. Ou alors, vous êtes à moins d'1 mètre et la personne vous éternue dessus, vous tousse dessus. Là, clairement, vous êtes récepteur. Également, je vous l'ai dit, les mains de quelqu'un qui est porteur peuvent être contaminées. Autrement dit, si vous serrez la main de quelqu'un qui est contaminé ou si vous touchez des surfaces qui au départ ont été touchées par cette personne, vous pouvez donc récupérer des particules virales sur la main. Et là, c'est pas, si ça reste sur la main, c'est pas grave. Ce qui est embêtant, en fait, c'est quand on touche ses yeux, son nez, sa bouche, et là, donc, il y a un passage de la particule virale dans les muqueuses. Donc, vous avez compris, des gouttelettes. Donc, ce qui est important, c'est la transmission proche, contact rapproché. Et après, les mains, rôle très important des mains si on se touche. Donc, les muqueuses, yeux, nez et bouche. Le virus peut aussi un peu survivre dans l'environnement. Donc, c'est important aussi de bien nettoyer les surfaces. On en reparlera tout à l'heure. Parfait. Quand on a reçu une particule virale, eh bien, on ne va pas forcément faire la maladie. Il faut savoir que, fort heureusement, le Covid n'est pas aussi contagieux que la rougeole. Vous avez ce tableau qui vous parle du R0. Vous en avez peut-être entendu parler dans les médias. C'est le nombre de personnes qu'un cas est susceptible d'infecter. Vous pouvez le voir, la rougeole, quand quelqu'un a la rougeole, il peut contaminer jusqu'à 18 personnes. Alors que pour le Covid, on est plutôt du même ordre de grandeur que la grippe, c'est-à-dire on va contaminer peut-être 2 à 3 personnes. Et l'incubation, une fois qu'on était en contact et qu'on va s'infecter, elle est en moyenne de 5 à 6 jours, mais ça peut aller jusqu'à 14 jours. La clinique, les symptômes.
Fort heureusement, la grande majorité des gens qui vont faire une infection à coronavirus font une forme avec très peu de symptômes. Un petit rhume, un petit mal de tête, un petit peu de fièvre, un peu mal à la gorge, et puis ça passe, voire rien du tout. Notamment les enfants, beaucoup sont totalement asymptomatiques. Mais on peut avoir 15% de formes sévères qui vont nécessiter une hospitalisation et 3% qui peuvent nécessiter un passage en réanimation. Si vous avez le doute sur vos symptômes, il y a un test clinique en ligne qui est vraiment très pratique sur maladiecoronavirus.fr. Vous remplissez vos symptômes, vos antécédents, votre âge, etc. Et vous aurez un algorithme qui vous dira s'il faut plutôt consulter, si vous n'êtes plutôt pas inquiétant, etc. Mais globalement, qu'est-ce que c'est? Quels sont les symptômes? De la fièvre au-delà de 38, asthénie, c'est-à-dire que vous êtes un peu fatigué, des myalgies, on a mal dans les muscles, on a mal dans les articulations, des maux de tête, et une toux ou un mal de gorge. Là où ça devient plus embêtant, c'est quand vous avez des difficultés respiratoires. Là, maintenant, plus on a de cas, plus on voit aussi des symptômes qu'on ne connaissait pas avant, notamment l'anosmie, c'est-à-dire que vous ne sentez plus rien, vous n'avez plus de goût, sans forcément avoir le nez bouché. Chez les personnes âgées aussi, on peut avoir, ça peut démarrer par une diarrhée ou un peu de confusion. Et les formes graves, souvent, ne surviennent pas immédiatement, mais plutôt autour de 9 jours après le début des symptômes. Quand on est atteint, quel est le traitement? Le traitement majoritaire, c'est le traitement symptomatique, c'est-à-dire qu'on se repose, on prend, si on a mal ou si on a de la fièvre, du paracétamol. Ce qui est très important, c'est pas de prendre de corticoïdes ni d'anti-inflammatoires non stéroïdiens, par exemple de l'ibuprofène, de l'aspirine, ou même, vous savez, des sprays avec des corticoïdes ou autres, il ne faut surtout pas s'en mettre. On ne prend pas d'anti-inflammatoires, ça peut au contraire aggraver les signes. Vous le savez, il y a du confinement, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des unités où vous allez mettre les résidents Covid+. Donc vous avez l'avis du Haut Conseil. Dans ce diaporama, vous avez toutes sortes de liens qui vous permettront d'aller sur les documents dont on parle. Des avis qui expliquent à partir de quand on peut lever le confinement. Pour avoir discuté avec certains d'entre vous, a priori, vos résidents vont rester 14 jours dans la structure. En tout cas, ce qui est très important quand on est atteint, c'est de surveiller l'absence de signes de gravité. Les signes de gravité, c'est quoi? C'est des difficultés à respirer, c'est tout d'un coup une altération de l'état général, voire une altération de la conscience. Ça, c'est des signes de gravité, il faut appeler le 15. Donc vous, dans vos centres d'hébergement, vous n'allez avoir que des résidents Covid+, puisque ce sont donc des centres d'hébergement dédiés. Vous avez deux objectifs. Le premier, protéger les professionnels, éviter que vous vous contaminiez vous aussi et que vous développiez la maladie, mais également identifier toute aggravation clinique chez les résidents Covid. Donc pour cela, il existe des recommandations nationales. On vous a mis le lien sur le diaporama et on va vous présenter un petit peu les recommandations actuelles. Alors la base, ce qu'on appelle les précautions standards, on va les développer un petit peu plus, mais j'imagine si vous avez bien compris le mode de transmission du coronavirus, ça va être l'hygiène des mains, et on va parler du masque et protéger sa tenue et nettoyer l'environnement. Et bien sûr, les gestes barrières, je pense que là, ce n'est pas la peine que je vous explique que les gestes barrières, toucher dans son coude, se laver les mains, etc. Il y a des clips partout à la télé. Et donc, vous avez le lien de toute façon si vous voulez les voir plus en détail. Alors, l'hygiène des mains, c'est finalement la façon la plus sournoise de se contaminer, puisqu'on ne le voit pas. Le résident qui peut être contaminé peut en avoir sur ses mains et le déposer un peu partout. Donc, quand on se fait une hygiène des mains, le mieux dans ce type de structure, c'est de le faire avec de la solution hydroalcoolique. Vous en mettez dans le creux de votre main. N'oubliez pas le bout des doigts parce qu'on fait beaucoup de choses avec sa paume et le bout de ses doigts. Donc, commencez par mettre vos doigts, vous tournez. Pareil, vous tournez et puis vous faites bien après toute la main. Vous essayez de faire le dessus, le dessous. Vous n'oubliez pas les pouces, vous n'oubliez pas vos poignets. L'idée, c'est vraiment de recouvrir toute la main, mais n'oubliez pas le bout des doigts, le bout des ongles. Et donc, typiquement, on vous recommande des ongles courts, d'enlever vos bijoux quand vous venez travailler dans ce type de centre, les bagues, les montres, les bracelets. Pas de vernis sur les ongles parce qu'on sait que les micro-organismes peuvent se cacher sous le vernis. Donc, en tout cas, vous, professionnels, hygiène des mains régulièrement dans la journée. Avant, après un repas, si vous faites une pause, quand vous êtes allé aux toilettes, quand vous rentrez dans la structure, quand vous sortez de cette structure, avant de rentrer chez vous. Et puis, bien entendu, avant et après un contact avec un résident,
avant et après le contact avec l'environnement d'un résident. On parlera des masques tout à l'heure, mais si vous avez touché votre masque, il faut faire une hygiène des mains. On va aussi en parler pour la protection de la tenue. Si vous aviez un équipement de protection, quand vous l'enlevez, quand vous avez fini, vous faites une hygiène des mains. Clairement aussi, c'est la friction hydroalcoolique qui est très efficace parce que c'est tout de suite au plus proche de ce que vous venez de faire. C'est rapide, ça sèche sur la main. C'est vraiment bien. Si vous n'en avez plus, c'est savon et eau. Et du coup, là, il faut bien veiller à avoir 15 secondes de savonnage, bien rincé, bien séché. Sinon, vous allez vous abîmer les doigts. Avec le savon et l'eau, ce qui est important, c'est bien rincer, bien sécher. Parce que le savon, ça reste un détergent. Et alors là, la grosse consigne, c'est ne pas se toucher le visage, le nez, la bouche, les yeux. C'est pas facile. On a tous tendance à se toucher le visage toutes les minutes. Depuis que je vous parle, je pense que je me suis remonté les lunettes au moins 5 ou 6 fois. Donc ça c'est probablement ce qu'il y a le plus dur, mais c'est aussi une mesure très très importante. Et pour les résidents, c'est pareil. Si c'est possible, un résident, on va essayer de faire en sorte qu'ils restent dans leur chambre. Mais s'ils sortent de leur chambre, il faudrait qu'ils puissent faire une hygiène des mains pour ceux qui peuvent. Et dès qu'ils rentrent dans une zone commune, avec une friction ou savon et eau. Port de masque. Peut-être que Véronique, tu voulais rajouter quelque chose sur l'hygiène des mains? Non, très bien. Ça te va? J'ai rien oublié. Merci. Le masque. On a dit le virus transmet par les mains dès qu'on se touche le visage. Le masque, c'est pour le côté gouttelette. C'est pour le patient qui va tousser, éternuer. C'est pour les moments où on va être rapproché. On a des masques, mais vous le savez que c'est tendu. Donc, votre stratégie, elle sera adaptée au stock que vous avez, de façon pragmatique. Les professionnels, clairement, vous avez un contact rapproché avec un résident. Il faut que vous ayez un masque chirurgical. Si vous avez suffisamment de masques, il est tout à fait possible de décider que vous le portez en permanence. Comme ça, vous le mettez quand vous arrivez et puis vous le changez. On va voir les règles toutes les 4 heures, etc. Ce qui est super important, c'est de bien le positionner. Vous avez un petit schéma. Vous vous lavez les mains, vous avez les mains propres pour prendre le masque. Vous le prenez dans le bon sens, avec le côté souvent coloré vers l'extérieur. Je pense que vous aurez des masques élastiques. Néanmoins, on vous a quand même mis celui avec les cordons parce que c'est celui qui est un petit peu plus difficile à mettre. Mais si vous avez des élastiques, vous mettez sur votre nez, vous mettez les élastiques, vous pincez le bord rigide sur votre nez, vous descendez le masque pour bien couvrir toute la bouche et le menton, vous l'ajustez. Et après, c'est fini, vous n'y touchez plus. Si jamais vous le touchez, vous refaites une hygiène des mains. Et quand vous l'éliminez, vous le prenez par les cordons, vous le jetez, hygiène des mains. Et on ne porte donc pas le masque baissé sous le menton, jamais. Tout à fait. Maintenant que vous l'avez mis, vous ne le touchez plus, il est bien positionné. Très important de bien le positionner, surtout si vous avez des lunettes de vue comme moi, sinon vous allez vous retrouver avec de la buée. Et bien sûr, vous le changez s'il est souillé, vous le changez s'il est mouillé. Et les fabricants recommandent de le changer toutes les 4 heures. Potentiellement, on peut le garder en permanence pendant 4 heures et il reste efficace. Pour ce qui est du résident, là, il faut voir en fonction de l'éducation que vous pouvez faire auprès de vos résidents. Comme on l'a dit, il vaut mieux qu'ils restent dans leur chambre, mais certains vont vouloir sortir. Donc, idéalement, s'ils peuvent en mettre un quand ils sortent, selon exactement les mêmes recommandations, c'est-à-dire qu'ils l'ont mis, ils ne touchent plus. Et également, dans l'idéal, dans les recommandations, si on fait un soin ou si on fait quelque chose de contact rapproché en chambre près d'un résident, c'est tout aussi bien aussi s'il peut mettre un masque pour vous protéger au maximum. Comme ça, vous avez un masque, il a un masque. En tout cas, s'il tousse et qu'il tousse beaucoup, lui, il faut vraiment qu'il ait un masque. Donc, vous avez compris, les mains, le masque pour le risque gouttelette. Après, il y a la tenue. La tenue, il faut se la protéger vraiment quand vous avez le plus de risques de projection sur votre tenue. Autrement dit, il y a différentes situations. Il y a le fait quand vous êtes en contact rapproché d'un résident Covid+, donc moins d'1 mètre. Là, on vous recommande une protection oculaire. Alors, les lunettes de vue, ça ne marche pas en fait. La protection oculaire, c'est vraiment la grosse lunette en plastique qu'on se rajoute. Je ne sais pas si vous en avez. C'est recommandé, en tout cas, si tous ou expector, c'est conseillé. Et si vous n'en avez pas, il faut vraiment, vraiment qu'il ait un masque bien positionné pour pas qu'il vous projette des choses sur les yeux. Sinon, la tenue, une surblouse à usage unique. Si vous avez un tablier plastique, vous pouvez le rajouter.
Sinon, c'est sur blouse ou tablier, vous voyez en fonction. Les gants, c'est pas nécessaire, surtout que les gants, en fait, c'est une fausse sécurité, hein. C'est uniquement si vous êtes à risque d'exposition à des liquides biologiques. Vous allez toucher les selles, du vomi, du sang. Sinon, c'est pas la peine parce que les micro-organismes s'accrochent beaucoup plus facilement aux gants qu'aux mains. Donc, uniquement si vous êtes à risque d'exposition à des liquides biologiques. La charlotte, c'est pas obligatoire. Les surchaussures, ne les utilisez pas. En fait, on croit que ça sert à quelque chose, mais on risque beaucoup plus de se contaminer les mains en les mettant et en les enlevant. Donc ça, on ne vous conseille pas. Donc vraiment plutôt la tenue, les yeux, les gants uniquement si vous avez des risques de toucher des liquides biologiques. Et quand vous êtes dans la chambre, voilà, où vous êtes protégé comme ça, vous enlevez la surblouse, les tabliers, les gants dans la chambre et vous faites une hygiène des mains après avoir éliminé tout ça. Je voudrais ajouter que la protection oculaire, il faut qu'elle soit nettoyée dès qu'elle a été ôtée avec un produit détergent désinfectant que vous aurez. Et parmi aussi les produits biologiques, il peut y avoir des crachats. Donc ce sont aussi des produits biologiques. Oui, merci beaucoup. Effectivement, du coup, qu'est-ce que ça donnerait quand vous, avant de rentrer dans une chambre pour s'habiller, vous mettez la surblouse, vous mettez un tablier si vous en avez un, vous mettez le masque. Si vous n'êtes pas en phase, je porte un masque tout le temps, parce que du coup, vous l'avez déjà. Vous mettez vos lunettes, vous frictionnez les mains et vous rentrez. Quand vous vous déshabillez, donc dans la chambre, vous enlevez les gants si jamais vous aviez mis des gants, hein, c'est pas obligatoire, comme je vous l'ai expliqué. Tablier, surblouse, on se désinfecte les mains, on n'oublie pas le bout des doigts à l'extérieur de la chambre. Si on avait des lunettes, comme l'a dit Véronique, on doit les nettoyer. Donc on remet des gants propres, on les retire, on les nettoie avec un détergent désinfectant. Vous avez un lien vers une procédure pour nettoyer les lunettes. Et après, vous retirez votre masque si vous n'êtes pas en masque continu, hein, et vous désinfectez vos mains. Également, protection de la tenue, c'est intéressant de l'avoir si vous devez gérer le linge du résident. L'idéal, c'est que le résident le gère tout seul, mais ce n'est pas forcément évident. En tout cas, le linge, on ne le secoue pas. Donc pareil, masque, surblouse, tablier. Là, vous mettez des gants parce qu'on ne sait pas ce qu'on peut trouver dans le linge et des lunettes si vous en avez. Le linge, il est recommandé de laver à 60 degrés. Si c'est du linge délicat ou qui ne va pas supporter les 60 degrés, vous pouvez faire un cycle long à 40 degrés. Si vous avez un sèche-linge aussi, ça peut être tout à fait efficace. Et une fois que vous avez fini de mettre le linge, que vous avez éliminé votre protection de tenue, vos équipements, toujours pareil, l'hygiène des mains. Également la vaisselle. Idéalement, ce sont des repas en chambre. Tablier plastique parce que vous pouvez vous faire des projections. Là, il n'y a pas forcément besoin de surblouse. Des gants, pareil, parce que vous allez être en contact avec toutes sortes de choses. Et vous passez ça en lave-vaisselle, cycle haute température. Et pareil, quand vous avez éliminé vos équipements, qu'est-ce que vous faites? Hygiène des mains. On pense vraiment à son hygiène des mains. Vous vous rappelez, on a dit l'environnement. Eh bien, il est recommandé d'aérer régulièrement les locaux. Entretenir les surfaces, c'est important. Il est recommandé de le faire au moins 2 fois par jour avec un détergent désinfectant qui répond à la norme EN 14476. Vous verrez, il y a beaucoup de produits qui s'annoncent détergents désinfectants qui respectent cette norme. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez passer un détergent classique rincé et un peu d'eau de javel diluée à 0,5%, mais ça nécessite quand même des précautions d'usage. Donc, il faut voir vraiment en fonction de votre équipe si elle est rodée ou pas à l'utilisation de la javel. Ou la vapeur aussi, qui peut être extrêmement efficace. Oui, pour ça, on pensait d'ailleurs que, bien sûr, il ne va pas y avoir d'investissement sur un gros appareil vapeur industriel, mais un appareil vapeur domestique comme le Vaporetto, vous connaissez peut-être, serait probablement intéressant, vous permettrait de refaire une remise en état des locaux, notamment des chambres quand elles vont être réutilisées, beaucoup plus simple et plus complet qu'un nettoyage uniquement manuel. Merci beaucoup, effectivement. Et après, on a l'entretien du matériel partagé et réutilisable, vous vous en doutez. Après chaque utilisation, quand on a utilisé un matériel qui doit être réutilisé, pareil, on le désinfecte. Dès lors que ça répond à cette norme, vous êtes tranquille.
Quand vous êtes en chambre, attention à ne pas manipuler vos objets personnels, stylo, téléphone, ou sinon essayez de les désinfecter après. Pour tout ce qui est déchets, finalement, sur blouse, tablier, gants, masques, mouchoirs des résidents, vous les jetez dans une poubelle avec double emballage. Je m'explique, vous avez une poubelle, vous avez un premier sac, et puis vous mettez un deuxième sac, et ce qui fait que quand vous avez jeté des choses à l'intérieur, vous fermez le premier sac, et après vous refermez le deuxième sac sur le premier. J'espère que je suis claire. De toute façon, il y aura la partie question. Donc, les recommandations aux résidents Covid+, dans vos structures, restez en chambre au maximum, limitez les déplacements, repas en chambre commandés. Il y a tout un travail d'éducation à faire. Donc, les règles de circulation, la distanciation sociale, pas de gros câlins ou quoi que ce soit, avec vous en tout cas. Hygiène des mains puisque vous avez compris, on se transmet par les mains, par les gouttelettes. Si on demande à des résidents de porter un masque, qu'ils le portent bien, comme tu disais, Véronique, qu'ils ne soient pas comme ça, c'est vraiment bien posé. Quand certains sont dans des studios, si on leur demande de gérer leur vaisselle, c'est tout aussi bien. Également, pour limiter les manipulations du linge, qu'ils mettent leur linge dans un sac dans la chambre, qu'ils ne le secouent pas. Soit ils sont en capacité d'aller directement à la laverie et de le mettre, etc. Ou sinon, c'est mis dans un sac, fermé, et vous, comme ça, vous avez juste le sac à manipuler. Et leur demander d'aérer régulièrement leur chambre, porte fermée. Et peut-être qu'ils Voilà. peuvent aussi prendre en charge, s'ils se sentent suffisamment en capacité, l'entretien quotidien de leur environnement, de la petite table, de la table de nuit, de la chaise utilisée, voire éventuellement des sanitaires, en leur expliquant bien sûr. Ouais, tout dépend du résident que vous avez, et c'est vrai que là, vous verrez bien, ça sera probablement au cas par cas. Mm. Donc en conclusion, des mesures de protection pragmatiques pour vous. J'espère que cette présentation vous a fait prendre conscience que l'hygiène des mains sans bijoux, Angleterre, etc., c'est très important. Ne pas se toucher le visage, ça c'est ce qu'il y a de plus dur. Donc vraiment essayer d'être vigilant par rapport à ça. Port de masque, bien sûr, à bon escient dans les bonnes circonstances. Protection de la tenue et des yeux quand nécessaire. Et même aussi penser à la distanciation sociale pour vous lors des repas, lors des pauses. Que vous ne soyez pas tous confinés au moment des pauses. Bien sûr, vous intervenez dans une unité où il n'y a que des résidents Covid+. Donc, même si vous prenez toutes les mesures, c'est important de vous auto-surveiller, de surveiller l'apparition de symptômes, de le signaler immédiatement au directeur ou à la directrice de la structure. Et aussi, bien sûr, une vigilance sur les signes de gravité chez les résidents. Un résident qui commence à pas être bien, un résident qui a des difficultés respiratoires, un résident qui devient confus. Voilà, il faut se poser des questions et voir un petit peu ce qui se passe pour pouvoir rapidement les prendre en charge s'ils sont en train de décompenser. Là, c'est pour vous, c'est pour en savoir plus. Il y a énormément d'informations. Le ministère Santé publique France, mais aussi l'ARS Nouvelle-Aquitaine qui donne un communiqué de presse et des documentations locales très intéressantes. Où en bas, je vous ai mis un lien vers un site qui montre le nombre de cas presque en temps réel. Et il faut savoir que sur le site préventioninfection.fr, il y a donc une page dédiée ici sur le Covid qui est mise à jour en temps réel. Donc, vous êtes au courant de tout ce qui sort comme recommandations. Également, dans la base documentaire, vous pouvez trouver toutes sortes d'outils et de documents, de recommandations, de réglementations. Il suffit de filtrer par secteur, par exemple EMS, EHPAD, ou vous, en tout cas, ça serait ville. Et nous avons aussi un forum sur ce site, préventioninfection.fr. C'est un forum où vous pouvez vous connecter, vous inscrire et poser vos questions et échanger entre professionnels du même secteur. Et on vous a aussi mis là le lien vers des documents de référence pour les centres d'hébergement en ville. Voilà une présentation théorique et pratique. Maintenant, on est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Vous pouvez les poser via le chat. Je vous présente Pierre Parnex,
qui est le directeur du CPS Nouvelle-Aquitaine, qui est médecin de santé publique et hygiéniste, et qui va nous aider pour lire ces questions que vous pouvez nous poser. Donc, on a une question, Anne-Gaëlle, d'emblée, une clarification qui est importante de la part de Delphine Bessard qui demandait finalement, est-ce que le port de masque, ça sera juste quand on rentre dans la chambre ou ce sera tout le temps en permanence? Pour ceux qui vont pas dans les chambres, par exemple. Oui. Si tout le monde reste en chambre, bah, j'ai envie de dire, pas besoin de porter un masque en permanence. Si par contre vous avez pas mal de déambulations, la question peut se poser de porter un masque en permanence, sous réserve que les stocks le permettent. Je ne sais pas ce que tu en penses, Véronique, mais Moi, je suis entièrement d'accord. Ça va vraiment dépendre de la compliance des personnes que vous accueillez dans le centre à l'idée de rester dans leur chambre. Et c'est vrai que pour eux, ça risque d'être un gros bouleversement de se retrouver dans une pièce alors qu'ils ont l'habitude aussi de rencontrer d'autres personnes. Et ça risque d'être difficile à tenir. Donc peut-être que vous partirez dans l'idée que vous porterez pas le masque d'emblée toute la journée en espérant qu'ils resteront dans leur chambre, mais il faudra peut-être revoir votre position assez vite. Et là, vous passerez au port du masque en permanence pendant 4 heures. Essayez d'abord de voir avec eux s'ils peuvent le porter aussi, ce masque, hein, s'ils peuvent le supporter et en le portant dans de bonnes conditions également. oui, surtout que je vois que la question, en fait, c'est je ne vais pas dans la chambre, je ne dois mettre que mon. Voilà, vous n'allez pas dans la chambre, vous échangez avec le résident. Bah, j'ai envie de dire, si vous êtes à plus d'1 mètre pour échanger, on est déjà un peu plus tranquille. Après, s'il tousse vraiment beaucoup, c'est même plutôt intéressant qu'il ait un masque lui. Et éventuellement, vous pouvez vous mettre un masque. Mais c'est vrai que vous n'aurez peut-être pas forcément à mettre de masque. Par contre, l'hygiène des mains, on la fait bien. Toujours. Après, il y aura peut-être un élément aussi sur le comportement et la discipline de ces personnes. Est-ce qu'ils sont prévisibles, Ouais, imprévisibles? C'est C'est à vous ça. aussi un peu de gérer ces éléments-là. Donc, on a une deuxième question de Juliette Troma qui concerne la mise en place d'un espace propre au sein de la salle dont l'accès est uniquement réservé au personnel. La direction nous demande de retirer surblouses masque avant de rentrer dans cet espace qui nous est réservé pour manger. Je ne me sens pas de me retrouver sans protection en présence de mes collègues. Moi, je trouve que c'est une bonne idée d'enlever tout ce que vous avez avant de rentrer dans cet espace propre. Vous faites une bonne hygiène des mains, vous virez tout et vous faites une bonne hygiène des mains. Par contre, c'est vrai, c'est ce qu'on disait, c'est la distanciation sociale au moment des pauses. C'est-à-dire que si vous êtes dans la pièce à 10 à tout touche, c'est sûr que c'est pas l'idéal. Je pense qu'il faut peut-être être moins nombreux, trouver une organisation pour avoir une certaine distance entre les professionnels. Oui. Et par rapport au fait qu'il faille prendre les pauses ou les pauses détente ou enfin café ou les pauses repas sans porter d'équipement de protection, c'est finalement si on le compare aux établissements de santé, aucun professionnel aujourd'hui ne va prendre son repas en tenue professionnelle. Hein, ou avec une protection. Donc, on considère que c'est quelque chose qui est contaminé et qu'au contraire, ça n'est pas adapté pour ce temps de repas, de pause. Hein, on se met au plus propre possible. Donc, avec sa tenue, voire sa tenue, enfin vous serez en tenue civile, hein, je suppose. Donc, Donc, vous avez les remerciements de Juliette Troma et en complément, Florence Lamarck demande, ce sont des équipements à usage unique, ce qui implique que quand on l'enlève, on en remet un nouveau après? Et oui. c'est la grande idée. C'est ça. Oui. Le réutilisable, enfin, les surblouses par exemple, le réutilisable, c'est le meilleur moyen pour se tromper dans le sens, le remettre sur soi côté salle, enfin, non, usage unique. Oui, oui, je confirme, usage unique, en tout cas de première intention. Et si vraiment il fallait dégrader les choses, euh, vous les garderiez, mais en tout cas, il faudrait sur vous, mais sans jamais les déposer pour les reprendre ensuite. Alors, les questions continuent d'arriver. Donc, Juliette Troma nous demande, vous avez précisé que le masque ne doit jamais être porté sous le menton.
Si tel est le cas, le patient doit en changer? Théoriquement, oui. Alors, Vous savez pourquoi en fait? Parce que s'il a sous le ouais, menton, mais eh ben, il parle et toutes ces sécrétions salivaires, eh ben, elles tombent sur le masque. Et quand il le remet, ben, il respire et donc son masque il est super contaminé. Donc si je le il, tripote ou autre, enfin, il va en mettre encore. il se recontamine les mains en repositionnant son masque de toute façon. Donc, alors après, s'il fait ça dans sa chambre, quelque part, c'est son environnement, c'est pas très grave. Mais c'est plus ennuyeux s'il a ce genre de manipulation dans un espace commun, où là, il risque, à défaut d'hygiène des mains, de contaminer les surfaces ensuite. D'accord. Alors, le docteur Berkenbaum, qui est avec Florence Lamarque, nous dit, alors, finalement, est-ce que mettre un masque en continu, c'est pas plus économe en matériel que de le changer à chaque contact? Ah bah c'est sûr. Oui, En fait, tout dépend du nombre de contacts que vous allez faire. Mais c'est vrai que si on fait le tour de tous les résidents, je pense qu'il vaut mieux se le mettre pour la matinée ou pour l'après-midi. Donc, on imagine qu'il y aura quand même beaucoup de contacts et que après, comme vous l'avez évoqué, c'est le stock de masques et de pays qu'on a pour durer sur toute la distance de l'ouverture du centre, puisque une des c'est ça. difficultés aujourd'hui, c'est quand même la pénurie un peu globalisée des masques. On n'imagine pas que ça va aller vraiment s'améliorer. Oui. Donc c'est vrai qu'il faut Exactement. regarder combien on en a, faire une estimation du nombre de contacts que les professionnels vont avoir en rapproché, regarder combien vous avez de professionnels, combien vous avez de masques, faire un peu un calcul pour se dire Mm. j'en ai besoin de combien, en fait, j'ai besoin de combien de masques dans les différentes situations, stratégies possibles par semaine. Et là, vous voyez combien de temps vous pouvez tenir avec le stock que vous avez. Ça vous permet aussi d'anticiper les besoins en réapprovisionnement, de pas attendre d'être à la dernière boîte pour commencer à commander. Hein, si vous faites vite votre calcul et que vous avez besoin, je vais dire n'importe quoi, de 5 boîtes par semaine, eh bien, il faut que vous puissiez lancer la commande très vite et être fourni en temps et en heure pour pas vous retrouver sans rien. Alors, on a une question sur les vêtements. Donc, à l'arrivée, donc le centre fournit les vêtements propres aux patients et va mettre les leurs usagés dans un sac. Mais comme ils n'ont pas de nettoyage, ils ne seront pas nettoyés. Ils vont lui rendre à la fin. Alors que quand on va restituer ces vêtements sales qui sont restés dans le sac le temps du séjour, est-ce qu'il n'y a pas un risque? Bah, le séjour, c'est 14 jours, hein, si je comprends bien. Donc bah là, le coronavirus, il a eu le temps de mourir, hein. Mhm. Oui, je suis d'accord. Pas d'inquiétude de ce côté-là. En revanche, est-ce que, on ne sait pas, est-ce que vous avez, je suppose que vous allez accompagner les résidents aussi sur leur hygiène corporelle, vous assurer qu'ils portent des vêtements propres tous les jours. Je ne sais pas trop ce qui a été prévu de ce côté-là, mais voilà, est-ce qu'ils auront la possibilité, en revanche, alors qu'ils sont malades et présents dans l'établissement, dans la structure, de changer de vêtements quotidiennement, idéalement. Alors, on a une question de Guylaine Manson sur le retour du professionnel à la maison le soir. Est-ce qu'on a des conseils pour protéger sa famille? Est-ce que les chaussures sont un risque quand on revient à la maison? Moi, je pense Ah, que non. ce qui est important, c'est que le professionnel, quand il rentre, bon déjà, s'il a fait toutes les mesures dans le centre et qu'il a fait une hygiène des mains en sortant du centre, il est quand même déjà bien. Et effectivement, après, c'est l'hygiène des mains, encore une fois, en rentrant à la maison. Les chaussures, bah oui, les chaussures, elles ramènent toutes sortes de choses, mais j'ai envie de dire depuis toujours. Donc, la capacité d'aérosolisation de la chaussure, elle est quand même pas majeure. En plus, je pense que par exemple, je pense pas qu'il y ait un risque majeur là-dessus. C'est vraiment le Non. fait que vous l'ayez ramené, que vous soyez contaminé. C'est pas parce que vous avez des chaussures avec un peu de coronavirus dessous que vous allez contaminer votre famille. Surtout qu'en plus, il y a quand même le côté mécanique et que le temps que vous marchiez, il va se casser la binette et remplacer par d'autres Mm. micro-organismes. Je suis pas inquiète moi par rapport à la chaussure. Effectivement, moi, je pense qu'il faut rien changer à vos habitudes. Peut-être que vous avez des craintes parce que vous avez de jeunes enfants qui crapahutent par terre, etc. Mais vous le faites déjà. Tout le monde fait des choses dès qu'ils rentrent à la maison. Vous gardez ces pratiques-là.
vous rangez vos chaussures et par contre vous vous lavez les mains, mais comme vous devez le faire tous les jours quand vous rentrez chez vous. Donc il n'y a pas de souci. Alors, une question plus spécifique, puisqu'il semble que dans le centre, on ait aussi des patients suspects qui ne soient pas encore confirmés Covid+. Est-ce qu'on peut protéger les suspects face aux déjà confirmés, s'il y a un espace commun? Ouh! Et ben là, c'est sûr qu'on n'a pas envie qu'ils se côtoient, hein. S'ils sont juste suspects, on n'a pas envie de leur ajouter autre chose en plus. Donc là, c'est des règles. J'ai envie de dire, espace commun, c'est des règles. Les Covid+, ça serait bien qu'ils aillent dans cet espace commun, peut-être pas au même moment que les suspects, par exemple. C'est à vous de voir comment vous pouvez réguler votre population. Oui. Sinon, Disons que si c'est juste suspect. Oui, puis Et ça bien, dépend bien de la comment dire, la compliance des personnes accueillies vis-à-vis du port du masque par eux-mêmes, leur capacité à respecter l'hygiène des mains. Ça va être déterminant, mais quelque part, ça peut se recomposer aussi tous les jours en fonction des groupes présents et de la capacité des personnes à respecter ces mesures-là. Alors, la meilleure stratégie, quand même, ça serait de ne ramener les gens dans le centre que quand on a le résultat positif, c'est ce qui ça. Oui. simplifie. Après, Ça, si on c'est les fait idéal. cohabiter, on va avoir quand même un risque, ça va être compliqué d'éviter la Mm. transmission entre ce type de personnes, à mon avis. Ouais, complètement. Même au niveau de Alors, la distance, même au niveau de la distanciation sociale, vous allez peut-être avoir du mal à leur faire respecter. Hein. Donc, Mm. ça peut C'est être vrai un que, peu d'autorité. ouais, on a une, pardon, on a une autre non, je question suis de d'accord Guylaine avec. Manson sur les surblouses élégants. Est-ce que ça va dans les dasseries? Non, c'est vrai que il y a des recommandations qui sont en ligne, qui parlent de DASRI, mais je sais qu'elles vont évoluer parce que le Haut Conseil de la santé publique a publié un avis ville plutôt dans le double emballage. C'est pour ça que nous, on ne vous a pas parlé de DASRI, on vous a parlé de double emballage. Vous Et êtes ça part dans assimilé à un domicile, en fait. Mm. Hein. Voilà. Quelqu'un qui serait malade du Covid et qui serait chez lui ne va pas mettre ses déchets, ses mouchoirs, etc. en dasserie, mais les mettra en double emballage dans une poche à ordures ménagères. Dans des poches à ordures ménagères, c'est pareil pour vous. Donc, filière DAOM, ce qui répond un peu à la question suivante. Alors, on a une question sur l'endroit où nous prenons la pause. S'il n'est pas fermé par des portes et seulement une zone définie par des claustras, est-ce qu'il n'y a pas des risques de retirer ces protections, blouses et masques? Donc, ça serait quelque chose d'un peu ouvert et juste délimité ou avec une sorte de paravent ou de choses pas totalement fermées. Bah, déjà, les blouses, normalement, vous les avez utilisées que lorsque vous étiez en contact rapproché avec un résident, dans sa chambre, par exemple. Donc ça, vous ne l'avez pas sur vous quand vous arrivez près de la zone de repos. Euh, et les masques, bah, il suffit d'avoir une petite poubelle. Moi, je verrais bien une poubelle à l'entrée, vous l'enlevez, hop, Non, friction, faut qu'il y ait faire la peut-être l'idée friction. c'était est-ce que c'est pas un endroit où l'air pourrait être contaminé parce que c'est pas, il n'y a Ah, pas de porte fermée en fait. Ah, oh, non. bah, non, on n'est pas comme la rougeole où vraiment il y a des particules avec une transmission aérienne vraiment importante par un courant d'air, par exemple. On est vraiment sur du direct avec la main ou la gouttelette rapprochée. Donc le Le fait que ce postillon soit qui ouvert, va, voilà. Oui. ça va. En revanche, ces espaces-là, il faut pas négliger leur entretien. Donc tous les jours, voire plusieurs fois par jour, il faut nettoyer la table, le plan l'évier, etc. Ne pas laisser traîner la vaisselle, la remettre dans les placards. Il faut que ce soit ordonné et bien entretenu. Alors on a une question sur l'entretien des locaux, donc règle d'hygiène pour la SH, comment elle doit nettoyer les lieux? Elle doit... Vas-y, Véro, je te laisse peut-être répondre. Alors, je ne sais pas ce qui est prévu. Normalement, des produits détergents désinfectants de première intention. Ce sont des ASH qui sont formés, elles savent utiliser ces produits. Donc, comme à l'habitude, avec les dispositifs d'essuyage qui doivent être à usage unique, je suppose, et le produit détergent désinfectant, en commençant du plus propre vers le plus sale. Et ça, elles sont formées pour ça, elles savent le faire. Il n'y a rien de différent que une prise en charge d'entretien des locaux classique. Classique, oui.
Elle ne va pas générer des aérosols, donc elle n'a pas besoin de masque ou de choses comme ça. Alors, une Qui autre peut être, question. Pardon. pardon Pierre, je vais compléter. En revanche, ce sur quoi il faut peut-être renforcer l'entretien et peut-être réaliser pas une seule fois par jour, c'est toutes les points, ce que l'on appelle nous les points de contact. Ça va être les poignées de porte, les interrupteurs, les boutons d'ascenseur, tout ce qui peut être manipulé de multiples fois. Hein. Pas en contact prolongé, mais très souvent. Alors après, on a une question plus spécifique sur une personne qui a à son domicile une personne fragile et elle demande si elle doit se confiner quand elle rentre chez elle vis-à-vis de ce risque-là ou de l'exposition de cette personne fragile. Non, le confinement, c'est vraiment si vous commencez à avoir des symptômes. C'est pour ça que votre autosurveillance, elle est importante. C'est sûr que si vous avez une personne fragile, faut bien veiller à toutes les mesures que vous allez faire dans le centre et bien veiller aux mesures que vous allez faire en rentrant chez vous. Mais tant que vous n'êtes pas atteint, hein, vous n'êtes pas contagieux. Donc, vous n'allez pas vous confiner parce que vous travaillez dans le centre. Par contre, c'est vrai que les professionnels qui travaillent dans le centre, s'il y en a parmi vous qui sont fragiles ou qui font partie des gens dits fragiles, hein, peut-être qu'il vaut mieux travailler dans un centre non Covid plus que dans un centre Covid, si c'est possible. Ok, donc après, nous avons les surblouses. Si les stocks sont peu conséquents, est-ce préférable de la conserver au même titre que le masque sur nous, à la fois dans l'espace commun et dans l'espace personnel, pour ne pas avoir à l'enlever et en remettre une nouvelle? C'est risqué cette affaire. Oui. Moi, j'ai envie de dire Les- non, hein, parce que là, on se touche. Hein, c'est pas bon. il y a tout un tas de gestes qu'on ne maîtrise pas, qu'on réalise machinalement, toucher ses vêtements, etc. On le fait sans y prendre garde. Et donc, conserver l'équipement de protection qui a pu recevoir des projections, etc. Vous risquez de toucher avec vos mains, ne pas faire d'hygiène des mains, vous portez les mains au visage. Ça ne vous protège pas correctement. Donc, il faut enlever ces dispositifs. Surtout au C'est moment où vous allez manger, porter des choses à votre bouche, etc. Aller fumer une cigarette, ça peut arriver aussi. Voilà, jamais avec les tenues de protection. ok, là on arrive un peu au bout des questions. Ouais, je sais pas si on a le temps d'en reposer d'autres. Éventuellement, si quelqu'un avait un micro actif sur son PC ou un téléphone, il peut demander en appuyant sur la main à la parole et on peut lui passer en direct aussi, Ouais. c'est possible. Si vous avez cette option, À c'est lever si vous avez envie. pas fréquent en général. En attendant, on a d'autres questions. Les claustras sont de retour. Ah, Est-ce que cela veut dire que nous restons en civil dans les lieux dédiés à la pause, préparation des repas pour les héberger, et nous, etc., sachant qu'il n'y a pas, qu'ils ne sont pas séparés des lieux communs? Pour la préparation des repas, puisque vous êtes en civil, ça serait peut-être bien que vous protégiez votre tenue pour pas vous salir, tout simplement, comme vous feriez à la maison en portant votre tablier de cuisine. Donc, si vous avez des tabliers en plastique, eh bien, vous protégez le temps de préparer et de servir les repas, comme vous en porterez un pour desservir les plateaux. Mais uniquement pour cette raison-là. ouais. Voilà. On n'est pas dans une transmission aérienne, on l'a dit déjà, Non. donc vous n'aurez pas de virus dans l'air à ce moment-là, Mm, mm, mm. même s'il n'y a pas de séparation physique. C'est ça. C'est vraiment de se dire que ça va passer par les mains ou les gouttelettes respiratoires dans un contact rapproché. Ce qui n'empêche pas d'aérer cette partie, si elle est aérable, régulièrement Toujours, aussi. toujours. C'est beau, Toujours bien. profitez. Qu'on a fait le tour des questions. Donc si les chambres ne peuvent pas s'ouvrir, j'imagine fenêtre. Ouais. Donc on peut pas aérer, quelle est l'option?
On peut pas aérer, on peut pas aérer. C'est vrai que parfois c'est impossible à ouvrir. Parfois on peut avoir un petit filet d'air, donc c'est toujours Oui, ça de gagner. Mais si on peut pas ouvrir, bah il n'y a pas de solution pour ça. il n'y a pas de solution. Là encore, les gouttelettes respiratoires vont tomber très rapidement au sol, Oui, donc ça revient au même. Et avec masque chirurgical, vous serez protégé de la taille de ces gouttelettes, donc pas d'inquiétude. Après, j'espère que le centre a été conçu plutôt pour être ventilé un peu, parce il y a d'autres raisons pour ventiler. C'est ça. Sinon, peut-être la vie sera pas aisée. Alors, à nouveau, des questions sur le retour avec les proches. S'il y a un risque de les contaminer, est-ce qu'il y a un risque de contaminer si l'on n'est pas symptomatique, sachant qu'elles sont en contact de personnes évidemment positives et que la période d'incubation peut durer jusqu'à 14 jours. Donc, est-ce qu'il y aurait un risque de contamination avant le début des symptômes? C'est vrai qu'on a lu qu'on pouvait être contaminant 24 heures avant le début des symptômes. C'est pas quand même la période la plus contaminante. Donc ça reste possible. C'est pour ça que c'est important de surveiller sa température, être attentif un petit peu à ses symptômes. Voilà, peut-être ce Et qu'on peut dire, c'est que les symptômes peuvent ne pas être très marqués. Vous pouvez avoir un nez mmh, qui coule, des choses un peu atypiques. On l'a vu avec elle a parlé de l'anosmie, donc c'est pas forcément d'emblée une fièvre à 40, quoi. Ça veut non, dire ouais, que les symptômes, des fois les gens disent ils n'ont pas de symptômes, en fait ils en ont quelques-uns dont ils n'ont pas conscience. Donc je pense qu'il faut bien revoir un peu les différents symptômes. Ça peut être des oui. formes digestives, une diarrhée par exemple. Donc je pense qu'il faut Mm. penser à tous les symptômes et se dire que Un coup ça de pourrait être la fatigue, maladie. oui. Un coup de fatigue, tout d'un coup, un peu inexpliqué. Faut prendre en compte aussi. Et donc là, dans le doute, vous pratiquez évidemment la distanciation et après tout, il n'est pas illogique pour moi que vous ayez à disposition un masque à domicile au cas où vous ayez ce type de symptômes que vous puissiez porter à votre retour ou s'il apparaissent chez vous. Ce serait une mesure de sécurité qui paraîtrait rationnelle. mmh mh. On n'a plus de questions à ce stade. Vous avez encore quelques minutes pour en poser si vous le souhaitez. On ne voit rien apparaître de plus, donc Non, peut-être on vous laisse la peut-être que conclusion, mesdames. merci beaucoup. Alors je vais remettre mon écran comme il faut. Hop. De toute façon, voilà, on espère qu'on a pu répondre, à la plupart de vos interrogations, sachant que, si vous en avez d'autres, bah, vous n'hésitez pas à contacter le CPIAS. On est là pour, vous aider, dans vos réflexions, de stratégie. Donc, bah, merci beaucoup, Véronique, merci beaucoup Pierre, merci Merci. à vous, tous les participants, toutes vos Oui. questions extrêmement, pratiques et on espère avoir répondu à votre demande On a et une donc, petite dernière avant la conclusion finale. la petite dernière. Est-il nécessaire de transporter nos affaires personnelles dans un sac plastique ou peuvent-elles être disposées dans le centre, dans la partie du personnel? Les affaires personnelles, Euh, ça veut dire que oui, ça on comprend quoi? Ah, le Ben, sac à main, etc. C'est ça? Non? Qu'est-ce que ah, c'est? oui, ce c'est type peut-être de ça. choses, le sac, voilà. Euh, non, je vois pas de. À partir du moment où c'était un endroit, c'est toujours pareil. Si on entretient les surfaces, eh bien, il y a pas de raison, hein. Ben, Et qu'on vient chercher quelque chose dans son sac en ayant désinfecté ses mains, ça va pas être plus contaminé que à l'habitude. C'est ça, faut se dire mon sac, est-ce qu'il va être exposé à des gouttelettes ou est-ce qu'il va être exposé à Voilà. des mains contaminées, les miennes ou celles de quelqu'un d'autre? Et donc en fonction, bah, vous Donc, voyez comment vous le gérez ou vous le positionnez. c'est ça. Donc, donc voilà. toujours de l'ordre, hein, de l'hygiène des mains et de l'entretien des surfaces. S'il est dans la zone privée personnelle, qu'elle soit séparée ou pas par un mur ou juste les claustras, il sera protégé comme les personnes, quoi. Ouais. Exactement. Mm. Ah, une petite dernière des dernières. L'usage du téléphone portable personnel dans le centre. Est-ce qu'on peut utiliser son téléphone? Alors vous n'êtes pas confiné non plus, mais j'ai envie de dire, c'est toujours pareil, vous allez toucher votre téléphone, assurez-vous d'avoir les mains propres avant de le toucher. Donc ça sonne, bah, à la limite, vous faites votre friction avant de le prendre peut-être, pour être sûr de vraiment le toucher avec des mains propres. Et quand vous avez fini, vous refaites une friction
L'idée, c'est pas vous le contaminer, ou sinon, avant de sortir, vous allez vous le désinfecter, parce que forcément, c'est quelque chose qu'on tripote. Il faut essayer de le tripoter au minimum et penser à faire une hygiène des mains. Et si vous l'avez regardé de façon compulsive toute la journée, il faudra bien le désinfecter parce que forcément, ça reste une surface sur laquelle le coronavirus peut survivre. La partie vitre supportant bien de l'alcool 70 en général, Oui. qui est très actif sur le corona, on peut faire ça avant de repartir. Alcool à 70, ça marche très très bien, oui. Allez, on prend la question finale, puisqu'elle c'est la clôture du centre. Donc le centre a été clôturé, ou même la fin du confinement, ça peut être le centre. Quel est le délai pour pouvoir réouvrir le centre après la fin du confinement? Donc réouvrir, ça veut dire à d'autres personnes, j'imagine, après. Les gens non coronavirus. Voilà, Mhm. aux habitants usuels, si je puis dire. Ce qui est bien, c'est qu'en fait, le coronavirus, quand il est dans l'air, il sédimente en 17 à 20 minutes. Donc après, il est présent sur les surfaces. Donc, et dans les surfaces, il peut survivre de quelques heures à quelques jours. Donc j'ai envie de dire, si l'entretien est fait à fond, partout, une fois que l'entretien est fait, on réouvre. Je ne dirais pas une zone de... On dirait pas, tiens, on attend 8 jours ou quelque chose comme ça, Non, à mon avis. il n'y a pas de Si période l'entretien tampon est... entre. Oui. C'est bon. Mhm. Non, tout à fait, il n'y a pas de. C'est logique, comme vous l'avez dit, on fait l'entretien classique. Enfin, Oui. et puis après, on réouvrira le centre. Évidemment, on veille à ce que le produit d'entretien soit actif sur le virus, mais c'est en général le cas. Puis après, les personnes peuvent se dire qu'elles peuvent être jusque pendant 2 semaines porteuses. On continuera à veiller aux symptômes, que ce soit chez les professionnels ou les personnes du centre. Venant de l'extérieur pourront être aussi Oui. en Suivi. incubation Oui. Mhm. du virus. Mhm. Bon, mais je crois qu'on va s'arrêter là, puisque c'était la fin de la période épidémique, si on peut dire. Allez, le dernier mot de la fin, mesdames. Le vrai. Vas-y, Véronique. Mais non, mais merci d'avoir été là, d'avoir été présent, d'avoir posé toutes ces questions. Et puis surtout, n'hésitez pas à revenir vers nous parce que je pense que d'autres questions risquent d'émerger alors que vous allez être en fonctionnement avec en accueillant de plus en plus de résidents. Et peut-être que ce sont des questions de fonctionnement qui surviendront après. On espère là vous avoir aidé à commencer votre activité et l'accueil. Merci beaucoup. Eh bien, bon courage pour votre mise en place et on est à votre disposition. On va clôturer ce webinaire et merci beaucoup d'avoir posé toutes vos questions. Au revoir.